Bonjour et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les déchets sont des ressources, c'est la conviction de plusieurs chefs d'entreprise et certains d'entre eux sont ce midi avec nous sur ce plateau des Jeudis de l'économie. Ils ont créé des entreprises de recyclage et pensent qu'une vraie filière peut se mettre en place. On va donc parler de tout cela avec eux. Franck Olivier qui est co-gérant de Pacific Valorisation NC, Yves Herbeau qui en est le directeur du développement et Valérie Tini qui est gérante d'Isoca. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être qu'un certain nombre de ces entreprises ne sont pas très connues du grand public. On va faire une petite présentation rapide, Franck-Olivier, sachant que Pacific Valorisation NC est la dernière née de ces entreprises de recyclage d'une certaine façon. Alors oui, effectivement, Pacific Valorisation, on a lancé la production fin 2024 avec le montage de l'usine et les autorisations ICPE pour être aux normes. Et avant, on avait effectivement lancé le recyclage de bateaux avec Royal Recybot. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la transformation du déchet de papier carton en boîte à œufs et contenant pour fruits à peau et à coque. Et vous êtes aussi engagé dans Pacific Valorisation, Yves Herbeau. Exactement. Donc moi j'ai rejoint Pacific Valorisation il y a ça fait plus d'un an maintenant, presque 2 ans. Et en tant qu'ancien papetier, je suis plutôt concerné par les nouveaux développements innovants pour traiter ce qu'on appelle aujourd'hui déchets papier, déchets carton, en produits nouveaux. Et vous, Valérie Tini, vous êtes l'agente d'Isoca. Oui, Isoca, OZD, Ecopavement. Voilà, Donc vous voilà, avez qui plusieurs sont casquettes. Voilà, qui sont des filières de traitement local, au fait, dans le plastique, le verre, les organiques et le papier carton. Alors on va venir évidemment sur cette mise en place de toutes vos activités que vous souhaiteriez aussi voir se structurer d'une certaine façon pour aboutir pourquoi pas à une certaine filière. Mais avant ça, je retiens quelque chose que vient de dire Yves Herbeau et que vous pouvez peut-être commenter. Est-ce qu'on est dans un monde où les innovations technologiques sont fréquentes, rapides? Est-ce qu'on sait mieux traiter, retraiter un certain nombre de déchets? Ou est-ce qu'on fait encore avec des mécanismes qui datent déjà depuis plusieurs années? Yves Herbeau. Alors, le recyclage est en tant que tel pas nouveau. Il est peut-être un peu plus récent sur le territoire, encore que Isoca, Ecopavement, etc. ont quand même un peu d'antériorité, d'ancienneté. Mais aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de recherches qui s'opèrent sur des nouveaux produits. On entend parler de beaucoup de nouveaux produits, que ce soit dans le papier, que ce soit dans le plastique ou dans la brique alimentaire, par exemple. Donc, c'est un secteur qui est fortement en innovation. Et même s'il utilise des processus un peu anciens, c'est un secteur qui innove dans beaucoup de produits, dans beaucoup de matières et dans beaucoup de façons de faire. Donc, c'est un secteur porteur qui crée de l'emploi aussi. Franck-Olivier. Effectivement, les grands territoires sont obligés d'innover et d'avoir des innovations qui sont complètement disruptives, pour citer une personne. Mais quand on est dans un contexte micro-insulaire, là, par contre, il faut qu'on utilise des procédés adaptés à la taille du marché, qui soient applicables ici. Et on fait une preuve de concept. Aujourd'hui, on est capable de proposer des solutions pour des petites quantités de déchets. Si on a un accès plus important sur le déchet, on est capable d'investir un peu plus pour répondre à une plus grosse demande, ou faire une plus grosse offre et pourquoi pas aller sur l'export. Aujourd'hui, clairement, le positionnement qu'on peut avoir sur les filières de recyclage, et je parle bien de recyclage de proximité, on ne parle pas juste de mettre en balle et d'exporter, qui a un impact carbone qui est dérisoire, alors qu'aujourd'hui, on a des filières qui sont existantes sur le territoire. On est vraiment sur adapter des solutions existantes à nos produits, à nos déchets. Il ne faut pas croire qu'on a des déchets différents du reste du monde. Aujourd'hui, on a exactement les mêmes déchets. Il existe des solutions très simples. Il faut les adapter, il faut les mettre en place et il faut inciter toutes ces initiatives à émerger. Parce que clairement, si on a le tri qui est mis en place, et aujourd'hui la mairie de Nouméa, je crois qu'elle est en train de mettre en place ce tri en collecte sélective, et que des projets émergent, on aura vraiment plusieurs filières qui vont se mettre en place. À propos d'innovation, ça a été le cas, si je me souviens bien, pour Ecopavement, parce que ces solutions de dalle que vous proposez aujourd'hui n'existaient pas. Il a fallu inventer le procédé. En fait, ça a été le cas quasiment pour toutes les structures qu'on a montées, puisque en fait, la Calédonie se prête justement à ces innovations, puisqu'on a effectivement une problématique de manne de déchets qui fait qu'il faut adapter en fait les technologies. Ecopavement, effectivement, a travaillé sur un procédé qui n'existait pas dans le monde, donc d'où une difficulté supplémentaire. OZD, en fait, a travaillé presque 3 ans en fait, avec ses fournisseurs de machines pour adapter la machine et la tropicaliser.
Comment c'est le cas aussi d'Isoca, puisqu'il a fallu trouver des procédés qui permettent de traiter en fonction de la manne de déchets qui était présente. Alors, pour pouvoir traiter et recycler les déchets, il faut avoir les bons déchets. J'imagine que c'est déjà la première étape. Est-ce que les uns et les autres, vous jugez satisfaisante aujourd'hui la manière dont ces déchets arrivent dans vos différentes entreprises? Alors, oui, effectivement. Franck-Olivier. On a cette chance d'avoir du gisement, on va appeler ça du gisement parce que c'est la ressource, en collecte directe, ou alors des professionnels nous apportent leur gisement de papier et de carton. Et je pense qu'Isoca est dans le même cas avec l'apport par Ecotrans. Aujourd'hui, on a du gisement qui arrive et on a la chance que ce soit du gisement sain. On a besoin d'une qualité de gisement de papier-carton qui permettent de proposer des produits qui sont en pré-contact alimentaire, alors sachant qu'il n'y a pas de normes alimentaires sur les boîtes à œufs et les contenants pour fruits à peau et à coque. Par contre, Yves pourra en parler, mais on est en train de développer déjà une nouvelle solution à partir d'ajouts de produits naturels complètement biodégradables avec un contact alimentaire, une barrière à l'eau et aux graisses et une tenue au frigo de 40 jours. Donc clairement, aujourd'hui, on est déjà en amont et en avance sur ce qui va se faire. Et ce n'est pas parce qu'on est isolé dans le Pacifique qu'on ne peut pas se permettre d'y penser et de travailler dessus. Et aujourd'hui, le gisement, il est atteint pour nos volumes. Je crois qu'à 2 entreprises de transformation de déchets de papier carton, on a une capacité de traitement de 50% du gisement trié. Donc si le tri supplémentaire se met en place sur d'autres communes, on pourra augmenter les cadences, augmenter les capacités et peut-être aller sur d'autres produits. Yves Herbeau, pour compléter. Oui, Franck faisait référence à des nouvelles solutions. Nous, ce qu'on trouve dommage, c'est qu'il y ait autant de produits plastiques, en l'occurrence de barquettes alimentaires. Et dans un écosystème comme celui-ci, dans tous les écosystèmes, mais comme ici en Calédonie, c'est quand même très dommage. Vous savez que la loi sur l'interdiction du plastique a dû être repoussée, malheureusement revue parce qu'on ne trouve pas d'autres contenants suffisamment aujourd'hui sur le marché. Je vous dis ça, vous allez réagir évidemment. Mais... Forcément, je vais réagir parce que ça, c'est effectivement une des raisons qui est en partie vraie, mais qui n'est pas totalement vraie, puisqu'il y a des choses qui existent, encore faut-il vouloir les promouvoir. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Il faut absolument qu'on arrive à remplacer ces contenants alimentaires par des produits tout à fait naturels, issus du recyclage, ce qui permet de faire du recyclage de proximité, parce que recycler, trier pour exporter, ça n'a pas de sens. Il faut effectivement le transformer en local. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Encore faut-il, dans ces projets novateurs, innovants, les accompagner aussi en ressources, parce qu'on sait bien que la recherche et développement, c'est consommateur de ressources financières. Franck-Olivier. Et l'avantage, c'est que si on supprime les plastiques à usage unique pour la grande distribution ou l'alimentaire, on n'enlève pas du gisement à Ecopavement. Ça, c'est important. C'est une chose qui est vraiment importante. C'est qu'aujourd'hui, le gisement de PET qui est utilisé pour ces produits, polyéthylène, c'est une matière, machin. Et pardon de la question. Non, mais c'est très bien. C'est important d'avoir un. On croit que les plastiques, c'est tous les plastiques. En fait, il y a des tas de différents plastiques. Beaucoup plus que 7, mais il y a 7 numéros. Et aujourd'hui, le plastique de ces emballages à usage unique ne sont pas recyclés. Donc, si ce n'est pas recyclable à l'échelle du territoire, pourquoi ne pas les supprimer? Alors justement, pour qu'on comprenne bien, quels sont les déchets que vous recyclez, que vous absorbez, et pour en faire quoi? Parce que l'idée, c'est pas simplement de les traiter, c'est de faire des produits nouveaux. C'est le principe du recyclage, Valérie Tini. Oui, tout à fait. Alors, je vais parler de toutes les filières. Oui. Donc, OZD, en fait, transforme les organiques en compost et engrais pour l'agriculture. Ecopavement transforme donc les déchets de calcin, donc de verre broyé, et certaines catégories de plastique, donc le PP, le PEMD, le PEBD et le PEHD. Bon, il y a que les élus qui qu'on parle. Et Isoca donc transforme le papier carton en fait en ouate de cellulose pour l'isolation thermique et phonique. Et vous, comment vous organisez, Franck? Nous, on n'est pas sur le BTP, effectivement, avec l'isolation. On est sur les plaques d'œufs, les boîtes à œufs, et on est aussi sur toutes les barquettes. On a aujourd'hui 9 moules différents. On est capable de produire 8 millions de pièces par an. Maintenant, il faut qu'on ait de la commande, il faut qu'on ait de l'incitation à aller sur de la vente. Et clairement, aujourd'hui, on est capable de proposer du plateau repas. Et demain, on sera capable de proposer des assiettes contact alimentaire, des contenants pour les sushis, pour les plats en sauce.
sans perdre de jus, sans avoir de transpercement vers le pantalon ou vers le siège automobile. Sans tache de grâce sur les habits Iverbo. Oui, c'est le but. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un produit apte au contact alimentaire, c'est soit du plastique, soit effectivement un emballage carton, mais qui aussi est ce qu'on appelle laminé, c'est-à-dire qu'il y a une couche plastique. On ne peut pas, de manière pratique aujourd'hui, assurer de l'aptitude au contact alimentaire et de l'étanchéité suffisante sans avoir soit un plastique, dans tous les cas un plastique, soit en lamination, soit directement en contenant plastique. Ça pose quand même plusieurs problèmes. Ça pose le problème du produit plastique, qui est un produit chimique. Ça pose le problème de la recyclabilité, puisqu'un complexe est beaucoup plus difficilement recyclable. Ça pose aussi le problème de la biodégradabilité, parce que c'est dur à dire, biodégradable. C'est comme l'inéligibilité, mais on a plus l'habitude. Mais vous avez plus l'habitude. Donc c'est effectivement tout ça. Et il y a ce sujet-là qui se traite, qui se traite pas seulement au niveau de la Calédonie, bien sûr, qui se traite d'une manière internationale, et sur lequel nous, on a la chance de pouvoir travailler avec la métropole pour proposer des solutions respectueuses de notre environnement. Alors, on connaît les processus de retraitement d'un certain nombre de déchets. La double question qu'il y a, c'est qu'il faut disposer de déchets en nombre suffisant et en volume suffisant pour lancer une activité pérenne, mais il faut aussi avoir un marché derrière pour être sûr que les produits que vous transformez trouvent preneurs et trouvent des clients. Il faut étudier vraiment toute la chaîne, Valérie Tini. Et vous avez réussi à trouver, notamment pour Ecopavement, les débouchés. C'est une double, on va dire, une double difficulté. Contrainte. Une double contrainte. En plus, ça, ce sont souvent des métiers qui sont totalement différents, puisque nous, les produits Ecopavement et Isoca s'adressent au bâtiment ou à l'aménagement extérieur. Donc, il faut, en plus de ça, se former sur des métiers qui sont complètement différents d'une autre. Donc, il faut effectivement aller... Pour pouvoir entrer du déchet, il faut avant tout avoir le marché sortant. Donc, c'est là toute la difficulté, en fait, Mais en même temps, c'est la difficulté et ça répond en fait à deux problèmes en même temps, puisque on règle le problème du déchet et on règle le problème de la fourniture pour le bâtiment. Pour votre activité, Franck-Olivier? Alors, oui, effectivement. Alors, quand on est en industrie, on est lié à un volume. Tant qu'on n'a pas atteint ce volume, on n'est pas rentable. Donc aujourd'hui, quand on produit, on est peut-être légèrement plus cher au démarrage, mais une fois qu'on monte en puissance, on est capable de baisser les prix. Donc on est dans un phénomène vertueux et dans un cycle vertueux, c'est-à-dire que plus on va augmenter la production et plus on va vendre, plus on va pouvoir concurrencer l'importation. Parce que clairement, aujourd'hui, on est un peu plus cher que les produits d'importation. Nous, notre impact sur l'œuf, il est de 1 franc par œuf. Si aujourd'hui, pour avoir des produits recyclés avec une économie de 40 tonnes de CO2 sur l'importation des boîtes à œufs, on n'est pas prêt à mettre 1 franc de plus par œuf. Et attention, je dis qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça, mais c'est la vérité. Mais plus on arrivera à vendre et plus on arrivera à augmenter notre chiffre d'affaires qui va stabiliser le business model, plus on pourra baisser le coût du traitement, mais plus on pourra baisser aussi le prix de nos produits. Et à partir du moment où on devient compétitif et qu'on a des produits en grosse quantité qui sont disponibles à la vente, bah là, on commence à avoir un schéma qui est vertueux, mais à 100%. C'est important ce que vous dites parce que on comprend bien d'une certaine façon que ces activités que vous menez les uns et les autres ont aussi un but de préserver l'environnement, que ça a un côté évidemment vertueux comme vous le rappelez, mais souvent ça coûte un peu plus cher que ce qui existe déjà. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est quelque part un geste citoyen? Alors on sait que la situation des Calédoniens est compliquée pour beaucoup, hein, le pouvoir d'achat en a pris un coup, mais est-ce que voilà, il y a aussi une participation et un engagement qui fait qu'aller vers des produits recyclés, même s'ils sont un peu plus chers, ça vaut quand même le coup? Il y a effectivement un geste citoyen qu'il faut accepter. Mais comme dans toute industrie, il y a un amorçage au démarrage. Et, question de volume, hein, comme vous l'expliquez. Il y a une question de volume. Et plus on est capable de monter en puissance, plus on est capable d'aider l'acte de tri, le recyclage, d'aider dans ce sens-là, plus on est capable d'aider ces business en termes de débouchés, plus effectivement l'économie d'échelle est importante. Pourquoi on est plus cher? C'est assez simple. Quand on produit comme un territoire comme la métropole ou comme la Chine, quand on produit pour des millions d'habitants, on n'a effectivement pas les mêmes coûts unitaires que la production pour un pays comme ici à 200 ou 250 000 habitants. Donc la différence de coût s'explique très bien.
Et il y a une nécessité d'accompagner cet acte de tri, cet acte de recyclage. Donc il faut, je dirais, que ces business soient pris comme des business à développer, à accompagner. Et il y a plusieurs manières de les accompagner. Bon, là, il faut être très clair, c'est un acte de conviction politique. Oui, mais c'est important, oui. Franck-Olivier? Si on regarde d'un point de vue micro, que sur le prix, oui, il y a effectivement un effort à faire. Par contre, quand on regarde sur le macro, on diminue l'enfouissement, on diminue l'impact carbone, on diminue les importations, mais on crée de l'emploi aussi. Et ça, c'est quand même une donnée non négligeable. On sait qu'aujourd'hui, la situation de la Calédonie est très compliquée. Donc si demain, l'émergence de filières, le développement de transformation de proximité de tous nos déchets qui, on l'a dit au tout début, sont une ressource, on va aller augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir travailler. Moi, je donne un exemple. Si demain, on défiscalise complètement en mode zone franche tous les recycleurs de proximité qui transforment en local, vraiment, qui prennent un déchet et qui le transforment, on est capable de produire beaucoup moins cher, mais on est capable aussi de développer beaucoup plus d'emplois. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être un challenge à mettre en place, c'est de se dire, le déchet, c'est une ressource, non seulement environnementale, mais c'est une ressource Oui, financière. parce que quand vous parlez de la structuration aussi de vos différentes entreprises et des filières, vous pensez économie circulaire, relance économique et même avenir industriel de la Nouvelle-Calédonie? Oui, complètement. Mais pourquoi, Tout à Valérie Tini? Parce que c'est un secteur très porteur et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte au fait de la possibilité de développement en fait du recyclage en Nouvelle-Calédonie, de la possibilité en fait du panel de possibilités de production à base de nos déchets. Moi, j'ai un exemple très concret, puisque ça fait effectivement les filières de traitement sont celles de la société mère Ecotrans. Ecotrans, il y a quelques années, je dirais il y a une quinzaine d'années, proposait en fait le recyclage aux industries à quasiment le double du prix de l'enfouissement. Actuellement, on est 25 à 30% moins cher que l'enfouissement. Donc, ça prouve bien que plus on développe au fait ces filières, plus on peut aplanir les coûts, plus on peut créer des emplois, parce que nous, on a quand même créé entre-temps plus d'une dizaine d'emplois. Et donc on fait vivre au fait les familles qu'il y a derrière ces travailleurs. Et comment on a une possibilité d'extension et de développement qui est énorme, énorme. Sur des emplois qui ne demandent pas des qualifications en plus extrêmes. Pas forcément, parce que ce sont la plupart des emplois très peu qualifiés au départ, des gens qui sont formés en fait sur le tard et qui développent en fait en plus de ça, de nouveaux métiers. Puisque par exemple dans la ouate de cellulose vient aussi tout ce qui est pose de cette ouate. Donc ça va développer en plus de ça de nouvelles branches. Franck-Olivier? Un petit point effectivement sur les emplois avant de rebondir sur les filières globales de transformation. Aujourd'hui, on a dimensionné notre usine de transformation pour des postes en personnes à mobilité réduite. Donc on est capable d'avoir des personnes en fauteuil, on est capable d'avoir des personnes en réinsertion ou autre, mais avec un statut de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est même capable d'adapter les futures industries à une population qui est éloignée des emplois traditionnels. Pas de compétences forcément nécessaires pour les premiers postes, et l'avantage, c'est qu'on peut évoluer dans la société. Mais il y a une chose importante qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a des pays de plusieurs millions d'habitants dans le Pacifique qui ont décidé de recycler à 80-90% tous leurs déchets et qui ont même créé des villes complètement novatrices en étant sur du 100% recyclé de tous les matériaux de construction. Pourquoi, aujourd'hui, on ne se donne pas la volonté, on ne se donne pas les moyens de le faire en Calédonie alors qu'il y a tout à reconstruire? Alors justement, je vais risquer la question, hein. Tant pis, vous cochez entre guillemets toutes les cases intéressantes pour cette filière, hein. On avait vu les vertus. C'est normalement, vous devriez bénéficier du soutien des collectivités publiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes accompagné dans la mise en place de ces industries et de ces filières, Yves Thébault? La province sud, sur notre démarrage de société, d'activité, a effectivement accompagné. Donc, on a eu un peu d'accompagnement de la province sud et de l'ADEME. Donc ça, il faut bien l'acter. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, nous aimerions d'autres accompagnements. On est consommateur énergétique. On aimerait bien pouvoir bénéficier, comme certaines industries en Calédonie, d'allègement des coûts énergétiques, que ce soit l'électricité ou le gasoil. Et ça paraît plus compliqué. Pourquoi? Mystère. Je pense qu'on a des réponses, mais enfin, c'est
pas Il y a encore forcément. des points à mettre en avant, oui, d'accord. Voilà. Effectivement, on coche toutes les cases pour dire ce sont des industries porteuses, ce sont des industries vertueuses, ce sont des industries d'avenir. Et en plus, on a besoin, Franck le disait, on a besoin de reconstruire sur le territoire. Reconstruire au sens propre, mais aussi au sens économique. Un territoire sans industrie, c'est soit du tourisme, on n'est plus trop dans le tourisme en Calédonie. C'est devenu un peu compliqué. Soit un paradis fiscal. Ce n'est pas non plus le cas de la Calédonie, où on ne fait que, des mouvements financiers. Ce n'est pas non plus le cas de la Calédonie. Donc il faut trouver, on en a là avec le recyclage, des industries porteuses de business, des industries porteuses d'investissement. En ce qui concerne Pacific Valorisation, on a quand même investi plus de 200 millions de francs dans nos équipements. C'est pas rien. Et porteuse d'emploi, porteuse d'avenir. Donc ça mérite effectivement d'être regardé avec plus d'attention. Franck-Olivier, je voyais réagir sur la question des investissements. Exactement, et les investissements, même après mai 2024, on a continué à investir. Donc aujourd'hui, on y croit. Et pourquoi aujourd'hui tous les feux sont au vert? C'est comme la volonté de reconstruire, c'est une question d'alignement. À partir du moment où toutes les personnes, toutes les convictions, toutes les volontés seront alignées, on arrivera à trouver des solutions. Alors, est-ce que par le biais de Pacific Valorisation NC, vous essayez aussi de regrouper un petit peu tous les acteurs de la filière? Parce qu'il y a vous qui existez, il y a Isoca, vous l'avez dit, vous représentez plusieurs sociétés de recyclage. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté peut-être aussi de mieux harmoniser tous les acteurs qui sont liés au recyclage des déchets? Après, je dirais qu'on n'est pas non plus 300. Vous êtes tous là? Vous voulez dire que vous êtes tous autour de la table? Non, il y en a encore quelques-uns. Oui, il y en a encore quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, en fait, parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes types de transformation et tout ça. Après, c'est vrai que, comme le disait Franck, nous, on est plutôt... on veut réunir surtout ceux qui sont dans la transformation du déchet, puisque la collecte et la préparation, c'est un autre domaine, un autre métier complémentaire au fait de la transformation, mais c'est avant tout des entreprises de transformation qui, à mon avis, rencontrent les mêmes difficultés que nous. Donc, c'est vraiment notre but. Donc, effectivement, nous sommes ouverts au fait à rassembler toutes les structures au fait qui ont les mêmes problématiques que nous dans la transformation des déchets. Franck-Olivier. Pour compléter, effectivement, il y a d'autres filières. Il y a les engrais de poisson que vous avez reçus ici. Il y a l'engrais de poisson aux îles. Il y a un troisième projet d'engrais de poisson. Il y a Scorix qui prépare du matériau de sablage à partir de scories. Clairement, aujourd'hui, les projets sont là. Il manque peut-être effectivement de la commande publique, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il faut que les projets émergent. Pour pouvoir faire émerger les projets, il faut vraiment que l'appui politique, les réglementations changent pour qu'on puisse adopter dans les appels d'offres, pourquoi pas, un pourcentage minimum de produits éco-conçus, de parties environnementales dans la totalité des consultations, pour vraiment inciter. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à voir émerger des nouveaux projets. Aujourd'hui, si je peux me permettre, je pense qu'on a une dizaine de projets ou une dizaine de sociétés qui sont en place sur l'économie circulaire. Voilà, et vous croyez que ça peut encore se développer? Vous êtes directeur du développement, vous, Yves Herbeau, chez Pacific Valorisation. Oui, il y a effectivement, on le disait, des tas de projets. Encore une fois, le recyclage a plein de solutions novatrices, des nouveaux produits, puisque c'est quand même comme ça qu'il faut l'appeler, recycler pour créer des nouveaux produits. Donc c'est une zone de recherche importante. Il y a un point que Franck vient d'évoquer qui est effectivement important, c'est la réglementation. On est soumis à un certain nombre de respects de réglementation, ce qui est bien naturel, mais ce qui n'est pas toujours très équilibré, puisque les produits importés ne sont pas forcément dans le même cadre de réglementation. Donc là aussi, il y a un sujet de travail pour non pas harmoniser les réglementations, mais faire en sorte que face à de l'importation, on soit soumis sur les mêmes règles. Mais oui, il y a plein de développements possibles. Il y a plein de développements qu'on a dans nos cartons, sans jeu de mots. Non, parce qu'il va falloir les recycler, ce serait dommage. Parce qu'il faudrait les recycler, mais on les recycle en permanence, en fait. Même vos idées. Bien sûr, c'est le propre de développement.
C'est un développement n'a de sens que s'il correspond à une possibilité d'application marché. Donc en permanence, on est en train d'étudier, d'évoluer et de faire bouger nos idées. À l'heure où on parle d'une recherche nécessaire et incontournable de diversification de l'économie, et Dieu sait que c'est un serpent de mer sur le territoire, Valérie Tini, Franck-Olivier, vous pensez qu'aujourd'hui, voilà, les filières de recyclage, c'est vraiment une filière d'avenir, de développement et de potentiel économique important? Moi, j'en suis persuadé, puisque ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que je suis dans le recyclage, enfin dans la préparation de matière et dans le recyclage. Et j'ai vu toute l'évolution en fait de la pensée sur le territoire. J'ai pu assister en fait à toute la prise de conscience au fait de la population sur l'environnement. Donc je pense qu'il y a non seulement des possibilités de développement économique énormes, mais il y a aussi une vraie prise de conscience au fait de la population de la nécessité à traiter nos déchets, et pas que nos déchets, à développer en fait dans ces secteurs même touristiques, puisque c'était on parlait tout à l'heure du tourisme, un tourisme vert. Il y a beaucoup de choses en fait économiquement qui sont possibles à la base du recyclage. Franck-Olivier? Pour répondre à la question, c'est inéluctable. Et pour être positif, c'est en bonne voie. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui a envie de le faire. Maintenant, il reste des petits mécanismes à mettre en place. Et je me fais pas de soucis pour que ça soit... Enfin, je leur fais confiance même à la rigueur pour que ça se fasse et que ça démarre vraiment très fort. Le plus vite possible et le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau des Jeudis de l'économie qui seront évidemment